Donc bonjour à tous. Merci infiniment à Jean-Louis Schiss et à Valérie Spaet d'avoir organisé ce colloque et de permettre à des écrivains contemporains de venir faire entendre leur voix sur ces sujets. Je remercie également le public nombreux venu écouter les 4 auteurs présents aujourd'hui que je vais présenter dans quelques minutes. Et merci tout spécialement, bien sûr, aux 4 écrivaines qui sont présentes. Sylvia Baron-Supervielle, à ma droite, Leila Sebar, à ma gauche, Ying Chen et Mariam Majidi. Merci d'avoir répondu présente à cette invitation qui illustre un fait marquant de la vie littéraire dans le monde francophone, le rôle croissant des femmes dans l'essor et le renouvellement des littératures au XXe et XXIe siècle. À 2 pas d'ici, il y a exactement une semaine, c'est l'écrivaine haïtienne Yaïk Lahens qui inaugurait la première chaire Monde francophone, au pluriel, au Collège de France, tout en précisant « Je ne suis absolument pas une ambassadrice de la francophonie », comme le rappelait Jean-Louis Schiss ce matin. Précisant néanmoins son intérêt pour l'histoire de cette francophonie indissociable de celle des anciennes colonies. Je savais, mesdames, en vous invitant ici, que vous partageriez cette prise de distance ou cette réticence à endosser ce terme de francophonie pour de multiples raisons que cette table va nous permettre d'évoquer, mais aussi et d'abord, surtout peut-être, parce que vous êtes à l'écoute de bien d'autres langues que le français, que l'enseigne des francophonies, même au pluriel, aussi diverses soient-elles, invisibilise quelque peu et prive de voix. Pourquoi alors avoir annoncé cette table ronde sous l'enseigne des littératures francophones ? Il en sera ici question, en effet, plutôt que peut-être de francographie, bien que la question de l'écriture en littérature est évidemment fondamentale. Je voudrais juste faire un tout petit point d'histoire qui me semble pouvoir compléter aussi les propos de ce matin. C'est que le terme de francophonie, comme celui de mondialisation, sont des mots récents, mais pour des réalités anciennes, parfois même très anciennes. Et donc les mots, on le sait, courent après la réalité, et nous aussi. Par conséquent, il serait peut-être bon de retraverser l'histoire par-delà les phénomènes écrans que représentent des histoires violentes, comme celle de la colonisation et des événements qui ont suivi, puisque l'usage d'une langue qu'on pourrait dire francophone avant l'heure, avant l'émergence du terme, a précédé l'existence d'un espace national. Il fut, et il est même d'abord attaché dans la mémoire des cultures, à des expériences transnationales aventureuses. On se souvient que le livre des merveilles de Marco Polo, autrement appelé le devisement du monde, une très jolie formule, a été écrit en français et qu'il est lu, enseigné, connu d'Orient en Occident et du Nord au Sud en traduction. Quelles que soient les sens et connotations qui pourront lui être associées au fil de l'histoire, attaché, on l'a dit tout à l'heure, en particulier depuis la fin du XIXe siècle, à une histoire coloniale ou impériale, ou dans le sillage des indépendances, à une situation post-coloniale ou néocoloniale, il n'en reste pas moins que la qualité de francophone pourrait désigner, je vous le propose aujourd'hui, avant tout une langue migrante, une langue en mouvement, et qui est portée par des voix, et ce faisant rappelle son poids de chair et appelle à l'écoute. Une langue d'appel en partage, au partage, à l'écoute, à s'écouter en français sans doute, mais aussi entre langues du monde. Une langue de parole, donc, pour la parole vive, et peut-être aussi, point d'interrogation, pour tenir parole. Donc je n'ai pas souhaité ici que l'on s'inscrive dans une francophonie littéraire, même si la notion a pris son essor grâce aux travaux de Michel Beniamino, à juste titre, dans un contexte d'inscription de la francophonie dans le champ institutionnel des études littéraires. Il ne s'agit pas ici de s'approprier la francophonie en littérature, et j'aimerais citer un fameux propos d'un auteur congolais, Soni Laboutansi, qui aimait à rappeler que nous sommes tous locataires, et non pas propriétaires, de la même langue. C'est donc une question éthique qui se pose à l'occasion de ces rencontres. Comment habiter le monde en français et dans la diversité des langues ? Cette diversité et cette question éthique de l'habitat terrestre, c'est celle-là même que Yannick Lahens envisageait justement dans sa leçon inaugurale qu'elle avait intitulée donc le 21 mars dernier « Urgence d'écrire, rêve d'habiter ».
Alors, je vais faire juste un petit point concernant l'ordre des questions que nous aurons l'occasion d'aborder ensemble. Je propose tout d'abord, puisque tout le monde n'est pas nécessairement familier des œuvres des 4 auteurs ici présentes, d'évoquer tout d'abord, d'entrer dans la complexité des mondes vécus, des langues, avant le choix d'une langue d'écriture qui pourrait être le français, mais peut-être pas seulement elle. Entrer dans cette complexité en parlant tout d'abord de la situation des langues dans les situations de vie que les 4 écrivaines ont rencontrées avant de s'orienter vers le choix d'une écriture en français. Et donc, ce serait le premier point. Ensuite, on se demandera, choisit-on sa langue d'écriture? Choisit-on ses formes d'écriture? Dans quelle mesure celle-ci est travaillée par la mémoire et la relation avec d'autres langues? De quelle nature sont ces relations avec les autres langues à l'intérieur du français et dans l'œuvre d'écriture? Il sera aussi question par la suite de ce que certaines d'entre vous appellent la langue de la littérature qui va par-delà les langues. Comment s'organise cet imaginaire d'une langue de la littérature à l'écoute des autres langues ou à la traverse des autres langues? Quel relais trouve-t-on dans la pratique de la lecture d'autres livres, d'autres langues, d'autres arts, la pratique d'autres lieux? J'en retiendrai 3 qui figurent dans les œuvres de chacune. Le lieu de l'école, la bibliothèque et la traduction. Enfin, quelle relation au monde, quelle pensée de la mondialisation éventuellement pourrait nourrir nos interrogations de ces 2 journées de colloque. On accordera la parole à celles qui souhaiteront au fil des questions. Alors, tout d'abord, situation de vie, situation de langue. Nous avons le plaisir d'accueillir Sylvia Baron-Supervielle, qui est née en Argentine et qui va évoquer et rappeler pour vous la situation des langues en Argentine qu'elle a connue, dans une situation qui est celle de l'exil, une situation commune aux 4 auteurs, sur lesquels chacune pourra présenter des caractéristiques propres. Bon, la situation en Argentine était très particulière parce que nous étions très argentins, les enfants à l'école et tout ça, mais nous avions tous des parents étrangers puisque c'est un pays qui a été fait des migrants européens. Et donc, nous étions, comme disait Borges, tous des exilés déjà. Parce que nos grands-mères, notre famille, nous parlaient d'un autre lieu. Et en général, les Argentins prenaient l'avion pour aller voir les petits cimetières dans divers villages en Europe, surtout les Italiens, pour aller voir leur famille et ceux qu'ils avaient de l'autre côté. Bon. Donc déjà, je pense que c'est beaucoup plus facile pour moi. Je suis élevée par une grand-mère qui voulait me parler en français, qui me parlait en français. Et de l'autre côté, j'étais très argentine. Et pourquoi? Surtout pour le paysage. Et ça, c'est un autre point. Le paysage, pour moi, est essentiel. Il y avait ce paysage infini, le paysage de la plaine, et que je n'oublierai jamais. Donc, après, le second point, et lorsque je suis arrivée en France pour 1 mois, et après je suis restée toute ma vie, qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un certain temps, je n'ai plus écrit, j'écrivais en Argentine des poèmes et des nouvelles, je n'ai plus écrit comme en attente. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je parlais, mais j'écrivais mal le français. Et dans cette attente, tout d'un coup, parce que les gens autour de moi voulaient lire des poèmes et des choses de moi, ils ne comprenaient pas l'espagnol. Donc j'ai commencé, et pour faire un essai, et puis en plus c'était dans ma nature ce genre d'essai comme ça, quelques poèmes en français. Et là, c'est produit comme un autre monde. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'était la langue française, mais les mots étaient français. Donc j'ai voulu faire des poèmes très brefs, juste en disant quelques mots, parce que je voulais, plus que tout l'espace autour ressorte, et le silence de chaque page. C'était peut-être pour dire un petit peu ma situation, que je ne savais pas bien écrire, et que je faisais comme un essai. Mais immédiatement, je me suis rendu compte que si mon travail littéraire, disons, en Argentine,
ne me désignait pas du tout, disons, désignait la littérature que j'aimais, c'est-à-dire la poésie que j'aimais et que j'imitais. Ça, c'est quelques mots sur cette page blanche, écrite des mots français, m'ont dit oui, c'est là où je suis et c'est là qui je suis. Donc j'ai continué. C'était un espace plus qu'autre chose que je voulais désigner. Et c'est pour ça que j'ai été toujours très, très sensible à la langue des signes. Donc les écritures arabes, hébraïques, persanes, chinoises bien sûr, et tout, m'ont énormément attirée. Et une fois, quelqu'un dans un salon du livre m'a dit « Si ce n'était pas le français, dans quelle langue vous auriez aimé écrire ?» Et j'ai dit « Dans une langue des signes. » Donc, d'abord, le dire clairement, je n'aurais jamais pu écrire dans une autre langue que celle-là, le français. Et bon, peut-être j'aurais pu, si j'avais eu une autre expérience, écrire avec des signes, mais je ne crois pas non plus. Donc ça c'est à signaler. Et puis, les circonstances de la vie et aussi, je dois dire, la chance. Parce que ça, il faut le dire aussi. J'ai écrit toute une série de ces poèmes brefs et je les ai donnés à lire à un grand ami argentin, Héctor Bianciotti, et qui les a donnés et ces poèmes ont été publiés. Là, je sais que j'ai dit, ça c'est mes racines. Parce que justement, voilà, les racines pour moi n'existent pas. Ah bon, c'est vous? Non, bon. Ah bon, ben voilà. Vous n'avez pas écouté? Je ne peux pas tout recommencer, c'est pas possible. Bon, donc je me suis dit, ça c'est mes racines, maintenant je ne peux plus partir parce que je ne pouvais pas arracher les pages de ce qui avait été publié. Bon, et c'est comme ça que je suis devenue. Mais alors aussi, je l'ajoute tout de suite, comme ça je donne la place aux autres, ce que je dois dire que dès le départ, je me suis dit, bon, j'écris dans cette langue, mais je ne suis pas un écrivain français. Je ne peux pas. Et puis c'est tout. Alors, quand on me demande de faire des petits raccourcis comme ça pour mettre dans des livres, je mets écrivain du Rio de la Plata. Le Rio de la Plata étant un fleuve qui réunit l'Argentine et l'Uruguay et qui les réunit et en même temps les sépare. Et j'aime beaucoup l'idée d'appartenir à un fleuve. Voilà. Pour commencer. Merci Sylvia. Vous dites d'ailleurs que vous vous servez de la langue, du paysage comme d'une langue, n'est-ce pas? Le paysage est devenu une langue dans votre écriture. Bon, une chose qui a été très très forte et jusqu'à maintenant, ça a été le paysage de la plaine argentine, où je passais tous mes étés dans un lieu complètement dévasté jusqu'à l'horizon. Et donc on passait les journées, les nuits et tout ça, les étoiles, c'était incroyable la quantité qu'il y en avait. Tout ça c'est toujours présent et ça éclaire ma vie, ce paysage. Et je crois qu'il y a un lien entre cet espace que je voulais laisser sur les pages et ce souvenir, cette image de mon paysage initial. Aussi, on peut faire et penser aussi à la peinture et spécialement à cette peinture abstraite, c'était le moment, et que je voulais imiter également. Disons, je n'avais pas peur de tout ce qui était sans mots. Et ça m'inspirait. J'essayais après d'écrire avec des mots, mais il y a eu des peintres qui m'ont beaucoup influencée. Oui, Sylvia, d'ailleurs, ce passage de l'espagnol au français a été une forme d'assourdissement relatif entre deux langues parentes, deux langues romanes, hein, le français étant plus doux, sourd, plus doux, plus transparent, sans sonorité. Mais il y a autre chose aussi, c'est que le silence change dans les langues. On ne s'en rend pas compte, mais le silence, en écrivant en argentin, en espagnol, c'est différent que le silence avec le français. Et j'étais très inspirée par ce silence et je voulais qu'il existe. Et ce qu'elle a, cette langue française, c'est la possibilité d'entrer
et de faire ce qu'on veut. Et je ne sais pas si les gens se rendent compte. Et aussi, je voudrais dire, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'il y a beaucoup d'écrivains français que je considère des écrivains étrangers. Parce qu'ils ont quelque chose dans leur œuvre qui me paraît venu d'ailleurs. Et pourtant, c'est comme s'ils avaient hérité d'une langue qu'ils ne connaissent pas, mais qui est en eux. Et c'est en général des grands écrivains. Et ça aussi, c'est mystérieux, parce que c'est très mystérieux, l'écriture. Parfois, je préfère parler d'écriture, pour ne pas entrer tellement dans le... Oui, c'est vrai que je ne me sens pas tellement concernée par la francophonie, bien que c'est vrai que ce n'est pas ma langue maternelle, le français, et que j'écris en français. Et que c'est grâce au français et à la France que je suis devenue peut-être un écrivain. Donc ça, je ne l'oublie pas, jamais. Mais tout de même, c'est comme si j'avais fait ce changement à part, avec ma propre organisation, et avec peut-être un autre but que d'écrire bien en français ou que de connaître bien le français. Sinon, bon, j'ai commencé avec cet espace, voilà. Merci Sylvia. On a compris que c'était un geste de liberté aussi qui vous a porté vers la France en 1961, où vous êtes resté depuis, non sans quelques allers-retours tout de même, en Argentine. Alors, dans la même perspective d'un exil choisi, je vais donner la parole à Ying Chen, qui est née en 1961 à Shanghai, ou à proximité de Shanghai, et qui va vous dire comment ses choix parmi les langues s'est construit à travers ce semi-bilinguisme que vous évoquez à propos de la langue chinoise et ensuite vos études. Bon, merci. Merci de cette invitation à ce colloque qui est destiné à la francophonie et surtout parce que je ne peux pas me considérer comme une francophone parce que je ne l'ai pas héritée, cette langue, ni de ma grand-mère, ni de l'arrière-grand-mère. Tout au plus, je peux dire que c'est aujourd'hui la langue de mes enfants. Et donc, en plus, je suis venue tardivement, très tardivement, à cette langue qui se trouve très éloignée de ma langue maternelle. Donc, je pense que je ne serai jamais, je ne suis pas française, mais je ne serai jamais francophone. Et tout au plus, je pourrais dire que je suis une francophile. Et au lieu de parler de moi, mais je viens de là, j'aimerais bien parler d'une francophonie qui existe en Chine. Et c'est très grand, ça s'agrandit de jour en jour. À mon époque, je suis allée faire des études à l'université. C'était des années fin 70 et début 80. C'était une époque très spéciale où tout basculait. Oui, vous sortiez de la révolution culturelle qui était une période terrible de slogans, de faim, l'expérience de la faim. Exactement. Et donc, il y a une sorte de, je ne sais pas, un sentiment d'urgence d'aller voir ailleurs, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que la Chine tourne vers ailleurs pour se rénover, pour résoudre, pour questionner. Donc, on était dans une période de questionnement. Et donc, c'est là que je suis allée étudier les langues étrangères. Je dis toujours par hasard, mais en même temps, c'est que j'ai pris le français un peu par défi des difficultés. Il y avait à l'époque seulement l'anglais et le japonais à choisir. Donc, il y a le japonais, l'anglais et le français. Donc j'ai pris le français juste comme ça. Et puis voilà.
Et c'était très spécial. On a dû passer 2 bonnes années à seulement apprendre la langue. On ne peut vraiment pas toucher autre chose. Et puis, 3e année, on a touché un tout petit peu quelques extraits des textes. Et ça, c'était important parce que c'était la première fois qu'on avait accès à quelques morceaux seulement dans le français original, quelques morceaux seulement des textes des années 20e siècle. Parce qu'avant, on avait les traductions de tout le courant du réalisme. Ça, on avait accès. On a Victor Hugo, Balzac, tout ça. Mais on n'avait pas... c'était pas encore traduit. Donc les auteurs français étaient étudiés à l'école avant que vous choisissiez vos études à l'université? Non, c'était pas étudié, mais les traductions se trouvaient. On pouvait l'avoir. Et les textes originaux, on pouvait avoir seulement, à mon époque, c'était pas encore traduit, c'était vraiment seulement dans les départements. À l'époque, c'était le département des langues étrangères, où le français, c'était seulement une petite faculté du français. Et aujourd'hui, c'est devenu un très grand département français. Alors, je reviens à cette francophilie. En fait, dans toutes les universités importantes ou moyennement importantes, il y a un département du français. Il y a un département au moins des langues étrangères où il y a le français. Et ça, c'est pas seulement à Shanghai, il y a à Pékin, dans toutes les grandes villes. J'ai une amie qui a fait une thèse en France. Et en ce moment, elle passe tout son temps, presque tout son temps, elle gagne sa vie à enseigner le français et la littérature dans une université plutôt orientée vers la science. Donc ça, c'est à Chengdu. À Chengdu, c'est comme pour la Chine, c'est presque comme Bourgogne en France. Donc c'est vraiment dans la Chine profonde. Et puis ce n'est pas tout le grand centre des études du français. Ce n'est pas à Shanghai, ce n'est pas à Pékin, c'est à Wuhan. Donc c'est plus à l'ouest du pays. Vous voyez, donc et ces dernières années, il y a aussi les écoles de langue qui se prolifèrent. Oui, je crois que le français a été désigné comme 2e langue étrangère obligatoire après l'anglais l'année dernière ou en 2017. Ah bon, je ne suis pas au courant de ça. Oui. Donc, en relation avec l'Afrique et le vœu de la Chine, bien sûr, de comprendre aussi l'Afrique par le français. Et c'est une francophilie qui est très motivée. C'est comme même aujourd'hui, c'est très motivé. C'est encore une fois par un sentiment d'urgence, de cette nécessité de tourner vers l'étranger pour apprendre, pour savoir. De toute façon, c'est évident le succès occidental, mais pour savoir d'où vient et comment et pourquoi ce succès, et pour en même temps expliquer notre situation, la situation de la Chine. Donc, voilà, c'est vraiment, il y a c'est presque une question de vie et de mort existentielle. C'est une nécessité existentielle. Donc, je crois que je fais partie je suis partie du pays assez tôt, donc je fais pas si tôt que ça, vers fin des années 80. Et donc c'est dans cette atmosphère que voilà. Et donc je voudrais, au lieu de parler de moi, parce que j'ai pas grand-chose à dire, je voudrais rendre hommage à toute cette francophilie. Et j'ai eu une prof à l'université de Fudan. Et à l'époque, j'ai passé à côté de cette personne. Elle est très, très particulière pour l'époque. Et elle est née en 1919, très tôt.
pourquoi je dis très tôt, donc elle a fait les études de langue française, de la littérature. Elle était la première, d'après mes informations, la première personne qui a eu un doctorat en littérature comparée avant 1949. Donc c'est très très tôt dans une Chine où même ceux qui obtiennent, parce que la Chine était dans 100 ans de guerre, pour obtenir un diplôme primaire, c'est une très petite minorité, c'est pas tout le monde. Et dans une époque où les femmes n'ont pas d'autre vie en dehors d'un mariage. Donc elle a osé d'aller faire des études avant 1949, et puis elle est rentrée au pays après 1949, au moment où tout le monde, si on pouvait, on quittait, on s'évadait. Et elle est rentrée après 1949. Et puis elle a passé une vingtaine d'années dans le silence, pour des raisons qu'on sait. Et puis elle a quand même traduit Maupassant, Une vie de Maupassant, et puis Le Petit Prince, qui fait un best-seller, qui fait encore un best-seller aujourd'hui. Mais j'ai passé à côté d'elle. À l'époque, elle a déjà, quand j'étais à l'université, elle a déjà traduit La Gomme de Alain Robbe-Grillet. Et puis, je crois qu'elle a continué à traduire. Aujourd'hui, je suis allée regarder ce qu'elle a fait. Elle a traduit La Route des Flandres de Claude Simon, La Géorgique, L'ère du soupçon, pour Duras. Duras, c'est très impressionnant pour nous. Mais pour Duras, il n'a pas fait L'Amant pour faire un best-seller, mais elle a fait Oriela et Stenne. Je n'ai même pas lu ce livre. Oui, et Stenne. Et elle a écrit un livre sur ça. Je traduis juste comme ça. Elle a écrit en chinois à propos du nouveau roman. Et puis, elle a écrit un livre qui a passé, je crois que ça a passé inaperçu, parce qu'elle est décédée en 2001, complètement dans l'anonymat. Si on va fouiller ces choses, il n'y a que quelques lignes dans le Baidu. Donc, le titre de son livre, c'est « Conscience moderne et culture ancestrale ». Et ce livre a passé inaperçu parce qu'à l'époque, les gens de ma génération, on ne voulait plus entendre parler de la culture ancestrale. Pas du tout. On veut juste la conscience moderne. On veut que la modernité. Et il y a la génération précédente était très méfiante envers la modernité. Donc, un livre comme ça, je devine, je n'ai pas pu le lire, je ne sais même pas si on peut encore le trouver. Je vois que ce livre, c'était un livre très conciliant, c'était une voix conciliante qui était en train de vouloir nous dire que l'une n'empêche pas l'autre et l'une et l'autre s'influencent mutuellement. Donc c'est une voix qui était trop en avance dans le temps, peut-être pour nous à l'époque, parce qu'aujourd'hui, le nouveau roman, il y a des spécialistes qui étudient encore, mais il y en a qui me laissent sentir que c'est déjà dépassé, c'est vieux pour l'Europe, pour la France. Mais pour nous, c'est très rafraîchissant, c'est tout à fait nouveau. Nous qui sortons du réalisme socialiste, c'est quelque chose de complètement nouveau. Donc, voilà, c'est la francophilie. Vous parlez des traductions des autres, mais vous avez fait des études pour être traductrice. Vous avez, je crois, longtemps travaillé pour la traduction scientifique pour les ministères en Chine avant de quitter et de partir au Québec. Oui. Et c'est là que le français prend une place tout autre. Et à l'époque, j'ai passé à côté de cette dame qui s'appelait Madame Ling Xiuqing, à côté, parce qu'elle n'enseignait plus beaucoup, elle était proche de l'âge de retraite, elle donnait un cours sur la traduction, j'ai passé à côté parce que c'était pas cela qui m'intéressait, je voulais pas traduire, j'ai voulu écrire, il se passait tellement de choses, je suis attirée par milliers de choses. À l'époque, c'était les existentialistes qui étaient très à la mode, donc voilà, j'étais jeune.
Et après, je me mets à écrire. Bien sûr, je dois remercier j'étais au Québec, donc j'ai dû refaire les études, je parlais à peine. Et donc, je me mets puisque j'ai toujours envie d'écrire, c'était encore une fois, une question de survie. À ce moment-là, ce n'est pas question de la culture, notre culture, etc., qui disparaît, etc. Mais c'était un désir d'appartenir à quelque chose, de ne pas se laisser à côté, d'être dans une communauté, etc. Je dis, si je ne peux pas maîtriser la langue, c'est pas possible. Je ne veux pas vivre dans un coin, dans une communauté artificielle, en chinois, en dehors de la Chine. Et donc, voilà, j'ai commencé à écrire. Et qu'en parlant de la traduction, en ce moment maintenant, je retourne. J'ai quand même été éduquée en chinois, on a appris beaucoup de choses classiques en chinois. Et puis j'ai feuilleté récemment les ouvrages de traduction de la poésie ancienne chinoise. Je n'ai pas tout lu, je ne peux pas conclure, mais dans l'ensemble, je suis très satisfaite de la traduction. Et surtout la poésie chinoise ancienne, quand on le traduit, quand on épluche la forme, quand on fait tout pour dégager le sens, ça c'est très français, excusez-moi, peut-être j'ai des préjugés, mais pour sortir le sens, les sens derrière les sens, et pour réécrire cette poésie à la française, et je trouve qu'on perd tout, il ne reste plus grand-chose, parce que cette poésie ancienne chinoise, on n'a pas eu une poésie philosophique. C'était un genre d'à côté, vous voyez, souvent écrit par les gens très, très éduqués, des mandarins qui expriment une impression du moment, une pensée du moment. Mais la pensée, c'est pas ça, c'est la forme. Quand on n'a pas la forme, on est à côté de tout. Donc voilà, si je me remets, je pense que peut-être je vais faire un peu de traduction, mais c'est quelque chose de très éprouvant, mais je pense que je vais essayer peut-être. Merci Ying-Chen. Nous allons évoquer maintenant peut-être 2 autres trajectoires tout à fait différentes, liées à des exils contraints. Et donc, je vais laisser la parole à Leila Sebar pour qu'elle évoque la situation de l'Algérie, où elle est née en 1941, à Afflou, là où son père, instituteur de langue française, donc, avait été envoyé en relégation par le régime de Vichy. Et après avoir épousé une Française, elle-même institutrice, et donc qui exerçaient ensemble, encore dans cette Algérie française, de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale et des années qui ont suivi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise là? Alors, peut-être que tout à l'heure, on a évoqué avec Sylvia Baron-Supervielle le fait qu'un exil en cache aussi un autre, c'est-à-dire qu'en Argentine et dans l'histoire de la famille de Sylvia Baron-Supervielle, il y a aussi l'exil des ascendants. Et chez vous, c'est plutôt une situation de couple mixte avec vos parents enseignant en Algérie pendant la guerre et ensuite dans l'Algérie de l'après-guerre avec la guerre d'indépendance, les événements, disait-on à l'époque, et votre situation d'enfant, d'instituteur, vivant dans l'école, dans la maison de l'école, et vous trouvant en fait avoir à faire face à une situation de fragmentation extrême, qui est celle de la situation coloniale, qui n'est pas une situation simplement binaire, où il y aurait d'un côté les colonisés et les colons, mais, comme l'a bien montré Georges Ballandier, une situation extrêmement fragmentée, qui divise et qui fait changer de signe les lieux, les langues, les personnes, selon les situations quotidiennes de l'existence. Et donc
Il me semble que vous avez, en particulier dans l'arabe comme un chant secret, souligné à quel point c'était une enfance séparée, divisée, où le rapport aux langues était extrêmement complexe. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Oui, alors le fait d'être né dans l'Algérie française et coloniale, d'un père algérien, arabisant, et d'une mère française qui venait de France. Quelqu'un parlait d'un fleuve tout à l'heure, et mon père a rencontré ma mère au bord de la Garonne. C'est un beau fleuve. Oui, c'est ça, la France. Et vous parlez de division. Je ne sais pas si je parlerai aujourd'hui de division. Dans la maison, pour moi, c'était le bonheur, toujours. Dehors, c'était le malheur, toujours. Et je pense que quand vous parlez de division, ce serait davantage la division du dedans et du dehors. Je pense que ce serait plutôt enfin, je le formulerais plutôt de cette façon-là. Dans la maison, je ne savais pas que mon père était arabe, je ne savais pas que mon père était un colonisé, je ne savais pas que ma mère était un colonisateur. et je ne savais pas tout ce qui, dehors, m'a été imposé comme le mal. Le mal, M-A-L. Comme ceux qui devaient me faire souffrir, comme ceux qui étaient mauvais. Et ça m'a été imposé par les autres, hein, puisque les autres étaient là pour m'inquisitionner et en permanence me demander de qui j'étais la fille. Est-ce que j'étais la fille de la Française colonisateur? Est-ce que j'étais la fille du colonisé arabe? Parce que pendant la guerre d'Algérie, j'étais adolescente au lycée, au collège, j'étais en pension. Et quand on est en pension, on n'est plus protégé. Je n'étais plus protégée et j'étais face à des filles. Et vous savez que les filles entre elles sont des petites garces. Oui, vraiment. Et je n'avais pas les moyens de me défendre. Si on me disait d'un côté, est-ce que tu portes le voile, est-ce que tu fais Ramadan? Et si on me disait de l'autre côté que, avec une mère française, je n'appartenais pas à ce pays. Enfin, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est assez pénible. Et quant aux langues, ma langue, la langue du ventre de ma mère, c'est la langue française, ma mère française. Et c'était la langue de la maison. Mon père parlait un français parfait, meilleur que celui de ce qu'on appelait les pieds noirs, de ce qu'on appelle toujours les pieds noirs d'ailleurs, aujourd'hui. Et je savais bien qu'une autre langue existait. C'était la langue de mon père, c'était la langue que j'entendais autour de moi, dans le village de l'école, parce que mon père enseignait à des enfants qu'on appelait à l'époque indigènes, c'est-à-dire non francophones. Et je n'ai jamais parlé l'arabe,
Mon père ne m'a pas enseigné sa langue, il ne m'a rien transmis ni de la langue, ni de la culture, ni de la civilisation qui était de sa mère, de sa terre, de l'Algérie. Je n'en ai rien su, rien, mais fille d'instituteur, on est intelligente. Oui, on est intelligente et on a les armes pour apprendre, pour comprendre, pour chercher à savoir. Donc j'ai dû lire des bibliothèques entières pour approcher ce qui m'a été non pas caché ni dissimulé, mais en tout cas ce qui a été absent complètement. Et je ne peux pas dire que j'appartienne à deux langues, ni à deux cultures, ni à deux civilisations. Non. J'appartiens à la culture française, à la langue française, à la France. Mais la part algérienne, arabe, arabo-musulmane, enfin, avec tout ce que cela suppose, est là malgré moi. Elle est là malgré moi. Je peux dire vraiment malgré moi. Et c'est en commençant à écrire que j'ai pu, petit à petit, très lentement, avec obstination et ténacité, le nom de mon père, qui est le mien, Sabar en arabe et Sebar dans la transcription française, ça veut dire le patient, celui qui est tenace, celui qui est persévérant. Donc j'ai eu cette ténacité pour approcher quelque chose de mon père. Et c'est là-dessus que j'écris, depuis toujours. Et votre père, Leïla Sebar, a eu ces gestes de connivence avec vous, de vous inviter dans son bureau, ou d'accepter votre présence enfant, de même que vous entendiez cacher les préparatifs de la fête de l'Aïd auxquels votre père contribuait très tôt le matin, et vous étiez derrière l'arbre à entendre aussi votre père échanger dans le jardin avec les femmes qui venaient plier le linge, par exemple, ou qui s'occupaient du jardin. J'ai entendu, enfin, ce que vous voulez dire, c'est que j'ai entendu la langue arabe. Que vous la cherchiez. Je l'ai entendue. Oui. Je l'ai entendue. Bon, je l'ai entendue. Je ne pouvais pas ne pas l'entendre. Je l'ai entendue et je n'ai pas cherché à l'apprendre. Je ne l'ai pas apprise alors que on sait que quand on est enfant d'instituteur, tout s'apprend. Hein? On peut tout apprendre. Je ne l'ai pas apprise volontairement. Et lorsque je dis cela, je me fais insulter par les locuteurs, comment on dit, arabophones. Oui, c'est ça? Oui. Donc, on m'insulte. Et on m'insulte vraiment, hommes et femmes. Et si bien que je n'accepte plus les invitations pour parler de la question des langues, pour moi, dans les pays du Maghreb. Et cependant, lorsque vous quittez l'Algérie en 1961, dans un moment très difficile, des pages poignantes de l'arabe comme un chant secret, vous allez commencer vos études de lettres à Aix-en-Provence. Et c'est là que vous entrez dans les bibliothèques et que vous enquêtez sur d'autres formes de violence, d'oppression, c'est le terme que vous utilisez, sur la traite atlantique
la déportation des esclaves noirs de l'Afrique, en vous consacrant à des écrits littéraires ou de voyage du XVIIIe siècle. Et par cet enfouissement dans les livres, dans les bibliothèques, où vous trouvez en même temps une forteresse, dites-vous, vous vous êtes ramené petit à petit, dans la décennie qui suit, je dirais, peut-être, dans le mouvement de mai 68, à l'époque où vous êtes monté à Paris, pour poursuivre vos recherches à la Bibliothèque nationale de France. Vous découvrez un mouvement de libération, le parallèle entre ces oppressions de l'histoire coloniale en différents lieux fait sens pour vous. Et là, vous découvrez le sens collectif d'une mobilisation qui va progressivement vous conduire à l'écriture aux côtés d'autres femmes qui sont elles aussi, pour certaines, issus d'autres continents, d'autres langues, et qui se rassemblent pour prendre la parole. Enfin, je crois que si je n'avais pas été... si j'étais restée à Aix-en-Provence, par exemple, si je n'étais pas venue continuer mes études de lettres à Paris en 68 et au moment du mouvement des femmes, je pense que, en exagérant un tout petit peu, je serais en asile psychiatrique. Je pense. Mais j'exagère, bien sûr. Et la divagation et la folie, en effet, et l'errance folle est présente dans vos textes. Oui, je m'en suis rendu compte. Oui. Et puis, dans ces errances, vous vous promenez dans les squares, vous allez écouter des femmes qui parlent ces langues que vous entendiez en Algérie, ces femmes kabyles ou arabophones, qui parlent aussi français, qui mêlent les langues. Vous les écoutez, vous les cherchez, et vous cherchez les Chibani, vous allez dans les cafés, et vous aimez à entendre cette langue qui revient vers vous et qui vous travaille, en quelque sorte, qui vous hante, et vous conduit à écrire votre... Est-ce que c'est le premier roman, je ne sais pas, Fatima ou Les Algériennes au square? Oui, Fatima, oui, c'est le premier roman, oui. Et depuis, je n'ai plus quitté les femmes. Et les femmes qui sont présentes dans mes textes de fiction sont toujours des femmes arabes, alors que je ne les connais pas. Je ne les connais pas, les femmes arabes. Je ne suis jamais entrée chez elles. Jamais. Je n'ai jamais parlé avec elles, ni en Algérie, ni en France. Et vous dites que c'est un mystère. J'allais le dire. Dans un entretien récent avec Sabrine El Bedran, qui est présente ici, à Cerisy, je crois, l'été 2017, vous parlez de cet étonnant mystère de cette présence des femmes que vous allez faire parler dans vos livres, de nouvelles en récits, et jusqu'au plus récent volume, L'Orient est rouge. Oui, elles sont là, elles ne peuvent pas ne pas être là. Je ne sais pas exactement pourquoi. Enfin, j'ai quelques hypothèses, mais je ne les développerai pas ici parce que ce serait trop long. Et dans le prochain recueil de nouvelles que je publie au mois de mai, elles sont là encore. Je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas m'en passer. Ce sont, enfin, je les appelle mes sœurs étrangères. Mes sœurs étrangères. Je les aime. Je ne les connais pas, mais je les aime. Oui, vous évoquez une langue de l'émotion, une langue d'amour, une langue sacrée, hein, tout de même à propos de cet arabe que vous ne parlez pas, mais qui est resté dans un secret et dans le respect de l'attitude du père, vous préservant aussi, sans doute, souhaitant vous préserver. Nous allons entendre Mariam Majidi, qui vient d'Iran, qui a connu un autre exil contraint, celui de ses parents, alors qu'elle était enfant, à 6 ans. N'est-ce pas, Mariam?
Et donc, c'est l'histoire d'une langue perdue, qui est celle du persan, que vous relatez dans un très beau récit poétique, sobre, discontinu, mais qui rend bien compte de ce qu'est le drame de la perte d'une langue pour une petite fille qui va se trouver bientôt à Paris, puis en banlieue parisienne, et accueillie dans une classe réservée aux enfants non francophones venus de l'étranger, les fameuses CLIN, classes d'initiation aux non francophones, dont vous parlez aussi dans votre livre. Oui, alors ces classes-là, aujourd'hui, elles ne s'appellent plus les CLIN, donc C-L-I-N. On les appelle les UPE2A. Vous pouvez noter le progrès que nous avons effectué dans l'appellation de ces classes. Alors UPE2A, c'est unité pédagogique, je crois, d'enseignement pour les non-allophones. Enfin, c'est tellement compliqué. Et pourtant, j'ai vraiment essayé d'apprendre par cœur chaque abréviation pour ne pas me tromper. Et systématiquement, je me trompe parce que c'est très complexe tout ça aussi pour moi. Oui, alors moi, je voudrais revenir sur une chose d'abord, c'est que pour moi, il n'existe pas d'exil contraint ou volontaire. Déjà, c'est quelque chose qui m'a un peu frappée. Pour moi, justement, le propre de l'exil, c'est qu'il associe la volonté et la contrainte. C'est-à-dire qu'on se sent toujours forcé et en même temps, on choisit, comme si, d'une certaine façon, on choisissait de se sentir forcé de partir. Voilà. Mais il y a vraiment cette double notion de contrainte et de choix. C'est important de le dire. Mes parents auraient très bien pu rester vivre en Iran. Voilà, j'aurais grandi, j'aurais été aujourd'hui une femme iranienne, parlant peut-être, je ne sais pas, le français ou l'anglais. Est-ce que j'aurais écrit? Je ne sais pas. Voilà. Mais on aurait pu, oui. Et ça a été une question qui a beaucoup aussi guidé ma vie. J'aurais pu rester là-bas. Qu'est-ce que je serais devenue? Voilà, alors après, je ne sais pas trop ce que je peux dire de plus. Peut-être compte tenu de la situation de vos parents, tout de même, qui quittent aussi l'Iran parce qu'ils étaient militants communistes et que votre mère a été soumise à des violences particulières qui auraient pu d'ailleurs vous effacer, n'est-ce pas, de l'existence. C'est le premier chapitre très étonnant de ce livre, Marx et la poupée, qui a saisi et trouvé un écho large dans la presse, puisque vous avez reçu le prix du premier roman, Goncourt, et le prix du Festival Étonnant Voyageur pour ce récit étonnant. Donc il y a une sorte de préhistoire de la mort et de la violence dans l'histoire familiale. Vos parents étaient assez jeunes, c'est d'après ce que j'en ai déduit à la lecture. Et vous arrivez à Paris avec des parents qui n'ont pas la même relation aux langues et à leur langue persane, n'est-ce pas? Peut-être que vous pouvez en dire un mot, puisque en tant qu'enfant, vous vous trouvez aussi affronté à des situations, des rapports aux langues différents. Alors la question de la langue, pour moi, et d'ailleurs est toujours un lieu d'interrogation et de douleur aussi. Parce qu'en effet, je suis en train de lire un très beau texte qui vient d'être publié de Gian Maria Testa, qui est un chanteur italien, qui malheureusement nous a quittés en 2016. C'est un très beau texte préfacé par Eri De Luca, qui ont beaucoup aussi, ces deux artistes ont beaucoup réfléchi sur la question aussi des migrations, des déplacements, des départs et des arrivées. Et il y a un poème dans ce texte de Gian Maria Testa qui s'appelle « De ce côté-ci de la mer ». Donc, il parle bien sûr de la Méditerranée, où il dit « désapprendre une langue ». Il y a cette idée que... Et moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, quand je suis arrivée en France à 6 ans avec mes parents, j'ai désappris le persan. J'ai vraiment eu ce sentiment qu'il fallait que je désapprenne le persan pour apprendre une nouvelle langue qui était le français. Et alors vous racontez que vous découpez l'alphabet persan, enfant, et vous l'enterrez sous le tapis à la maison. Voilà, alors j'enterre et je déterre. J'ai l'impression de passer un peu toute ma vie à faire ça, un peu d'ailleurs, parce que j'enterre le persan et puis je finis par le déterrer. J'enterre toute une partie de mon enfance puis je finis par le déterrer. Et vos parents eux-mêmes avaient enterré leurs livres
et distribuer vos jouets avant de quitter l'Iran. Oui, bon, ça c'était très concret. Hein. Là, on n'est plus dans la métaphore. Oui, on allait quitter l'Iran et puis ils avaient des livres de grands leaders d'extrême gauche communistes, et donc il y avait les livres de Lénine, de Marx, de Che Guevara, tout ça, et de Makarenko, le pédagogue, voilà, sous Staline. Et ils pouvaient pas prendre ces livres avec eux, on pouvait pas non plus les donner à quelqu'un, parce que comme disait mon père, ça pouvait être quand même un cadeau un peu empoisonné. Donc oui, ils les ont vraiment enterrés dans ce jardin que nous avions, oui. Et ce rapport au jardin et à la terre, on a évoqué les fleuves tout à l'heure ou les rivières, compte aussi pour vous, parce qu'à la fois ce déplacement de l'Iran vers la France, qui est un envol, vous l'approchez dans une modulation poétique très belle, hein, d'un envol, la petite fille qui s'envole dans le vent avec ses parents, et en même temps, il y a bien entendu la nécessité de se réancrer. Et vous évoquez la relation qu'a votre père au jardin. Après toute une série de métiers, il y a une langue, il y a des langues, mais il y a aussi la langue des gestes, hein, que vous évoquez dans votre livre et qui renoue quelque chose d'un ancrage, quelque chose d'un lien au vivant à travers la terre. Oui, c'est juste. Alors la terre, après, c'est aussi pour moi la métaphore de beaucoup de choses. C'est effectivement les racines qui s'ancrent. C'est en même temps aussi cette idée que je peux me déplacer partout et planter un bout de ma tente. Voilà. En fait, je ne crois plus du tout à l'idée d'un ancrage unique dans un lieu unique ou dans une langue unique. De plus en plus, en fait, je me détache totalement de l'unicité des choses. Je pense que c'est une illusion profonde de croire que pour moi, je n'appartiens ni aux Français, ni aux Persans, ni à l'Iran, ni à la France. Je sais. Vraiment, c'est une question que je me suis beaucoup posée et que je continue de me poser. Je ne me sens appartenir à aucun point qui serait fixe ou figé. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, il y a la métaphore du jardin, mais dans ce jardin, finalement, c'est le jardin de la mémoire, c'est le jardin des souvenirs. C'est le livre, en fait, d'une certaine façon, que je suis en train d'écrire, qui est comme un tombeau, voilà, de cette enfance. Oui, donc cette communauté, n'est-ce pas, des étrangers qui ne disent plus jamais appartenir à une patrie, ça c'est quelque chose de tout à fait proche de ce que Sylvia Baron-Supervielle évoque dans l'alphabet du feu. Alors un fleuve où l'image, non pas des racines, je dirais, verticales, mais des racines horizontales, c'est-à-dire le rhizome. Moi je trouve que c'est une très belle image pour dire aussi comment nous nourrissons de tout ce que nous trouvons sur notre chemin, et finalement chaque élément vient compléter et enrichir aussi cette identité. Alors le rhizome passe souterrainement, mais il y a aussi le marcottage qui consiste à replanter par le haut. Autre pratique de jardin. Alors peut-être que l'on peut revenir aux relations que les langues continuent néanmoins d'entretenir dans vos livres, qu'il s'agisse de poèmes, de récits, d'essais, de nouvelles. Chez vous, Leïla Sebar, il y a des mots d'arabe qui ponctuent vos textes, certains qui sont entrés dans le dictionnaire de langue française, la Médersa, etc. Comment se fait ce choix ? Est-ce que les mots sont tout simplement les seuls pour nommer cette réalité ? Est-ce que vous avez le sentiment de disséminer dans l'espace de l'écriture justement la mémoire de cet horizon arabe, musulman, algérien, éventuellement kabyle, berbère ? Moi, j'ai pas l'impression enfin, moi, je l'ai oublié. Je vois pas les mots arabes qui sont dans mes textes. Il n'y en a pas. Par exemple, oui. La Kouba. Ah Je bon ne sais pas si tout le non, monde dans Kouba. la salle connaît Bon, la Kouba. La Kouba, c'est comme si je disais le marabout, la Kouba. Bon, ce sont des mots qui sont presque devenus français, en somme. Parce qu'ils sont dans l'usage. Non, je veux dire. Peut-être connus en France, mais pour nos publics qui viennent de Chine. Ce sont des mots en usage en France et qui sont passés dans la langue française. Et pour moi, ils ne sont plus arabes, d'une certaine manière.
C'est comme si on dit le kawa, le toubib, enfin bon, tous ces mots en usage dans le français qui, pour moi, ne sont pas des mots arabes. C'est vrai, c'est pas des mots arabes. Alors peut-être que vous pouvez nous dire quelque chose de ce que vous nommez votre travail de traduction, parce que vous, narratrice, enfin écrivant des récits, dites bien, écrivez bien que vous traduisez quelque chose qui n'est peut-être pas seulement traduire les mots et traduire la langue autre ou la langue arabe, mais qui est un travail de traduction, qui fait venir dans la langue de la mère. Oui, c'est un peu prétentieux de dire que, ben je ne sais pas si je l'ai dit, oui j'ai dû le dire, de dire que je traduis. Je crois que... Oui. Comme un chant secret. Mais, Et ce qui est intéressant, c'est que vous dites avant que vous lisiez beaucoup en bibliothèque, et que vous lisez beaucoup, vous avez une énorme bibliothèque, des livres traduits des langues étrangères. C'est-à-dire que, par exemple, pendant les événements d'Algérie et pendant la guerre d'indépendance, vous insistez sur votre recherche d'ouvrages qui parlent de la Russie d'avant l'époque soviétique, des Amériques, vous dites même l'Amérique américaine et l'Amérique latine, et vous allez donc vous plonger dans ces livres traduits. Et vous insistez beaucoup sur l'accès que permet la traduction à ces livres écrits dans différentes langues étrangères, espagnoles, j'imagine, anglaises et autres. oui, je crois que c'est un geste banal pour oublier la guerre. Hein. Je crois que vraiment, je ne dois pas être la seule à avoir fait ce genre de travail, d'aller loin pour devenir amnésique. Et une amnésie enfin, que je crois salutaire. Vous avez cette très belle formule « je vais chez les autres ». Oui. Très simple, très compréhensible. Mais c'est pas par... mais qui est forte. Oui, mais c'est pas par... comment on dit ? C'est pas par générosité. Ou par... c'est même pas par curiosité. C'est... Par nécessité. C'est parce que c'est comme un paravent. Un paravent qui cache ce qui me fait souffrir. Je pense que c'est ça. C'est aussi simple que ça, quoi. Et je crois que à un moment, on part loin. On parle toujours de voyage, c'est beau le voyage, etc. Moi, j'aime pas du tout voyager. Et on revient. Alors, Myriam a dit tout à l'heure que, enfin, je crois avoir compris, que les racines n'importent pas et que tout lieu où on a probablement du plaisir est un lieu à soi. Hein, en tout cas, devient son lieu, son espace. Oui, ça je le comprends. Je le comprends très bien. Mais moi, quand on m'invite loin, je dis oh là là, c'est tellement loin, non. Non, j'y vais pas. J'y vais pas, c'est trop loin. Comme si j'allais perdre quelque chose qui est là, au moment où je crois que j'ai besoin d'écrire ceci ou cela. Oui, vous écrivez quotidiennement, et Paris est la ville où vous aimez être, n'est-ce pas ? C'est la seule ville. C'est la seule ville. Je dis que je n'aime pas voyager, mais j'ai voyagé. Bien sûr, comme tout le monde. J'ai voyagé. Et je n'ai pas vu, vécu, entendu une seule ville où j'aurais pu dire c'est là que je m'arrête. C'est là que je m'arrête, c'est là que je veux vivre. Non, c'est Paris. Comme dit
Et vous écrivez... Joséphine Becker. oui. Oui. Vous écrivez aussi à la fenêtre, c'est-à-dire avec un regard très attentif, vigilant sur le monde, l'actualité, les journaux, une documentation abondante qui vient envahir votre bureau, des photographies, des cartes postales anciennes, des documents que vous rassemblez et dont vous faites des livres avec d'autres. Donc c'est un travail considérable qui, bien sûr, aussi... Oui, si je ne bouge pas, si je ne veux pas bouger, si je n'aime pas bouger, il faut bien que j'attrape tout ce que je peux attraper à travers l'image, le texte, la voix, enfin tout ce que j'entends et que je vois autour de moi. Je crois que j'ai besoin de ça. C'est un peu asphyxiant quand même. Je devrais prendre l'air. Je pense que je devrais prendre l'air et voyager davantage. Je crois. Mais vous trouvez à respirer dans les images et les aquarelles de votre fils qui accompagnent vos livres introduisent une respiration étonnante dans Mes Algéries en France, par exemple, ou dans les couvertures des livres parus chez Bleu Autour, qui réunissent des textes inédits de différents auteurs issus de métiers, pratiques d'écriture, et surtout liés à l'histoire de l'Algérie, à une enfance dans les colonies, qui les assemble et leur permet de reformer quelque chose d'expérience commune qui ouvre un horizon. C'est une iconographie qui me permet de ne pas bouger. C'est-à-dire que c'est là, dans ma chambre à moi, comme le dit Virginia Woolf, et tout arrive à moi. Et tout est là, toujours. Et c'est là. C'est là. Et ça s'appelle l'obsession du collectionneur fou. C'est une pathologie. Je pense que c'est réellement une pathologie. Mais j'en ai besoin. J'en ai besoin pour écrire, pour vivre. Merci Leïla Sebar. J'aimerais que Ying Chen nous dise alors comment, à partir de sa connaissance du français, des souvenirs de lecture, du réalisme, des modèles littéraires français du 19e siècle, vous avez ressenti le besoin d'aller vers une langue plus indéterminée, qui se débarrassait du détail descriptif, pour approcher une certaine forme d'abstraction dans votre quête d'une écriture narrative? Je ne crois pas que tout cela s'est fait avec conscience. Je l'ai fait. En fait, ça m'a toujours intéressé. Ça m'a intéressé la forme. Je pense que en tant qu'écrivain, aussi en tant que lectrice, je trouve qu'il y a plus grand-chose à dire. Tout est tellement dit. Tout est dit. Et toutes les histoires sont racontées. C'est ça que j'ai l'impression. Et ce qui compte vraiment, ce serait peut-être c'est la forme, c'est la façon dont on en parle, dans la façon dont on raconte. Et donc, je suis attirée par les écrivains qui recherchent la forme, peu importe si on aime ou on n'aime pas, mais donc voilà, je suis attirée. Mais moi, j'écris, je ne crois pas que je suis sous influence de ces écrivains-là.
c'est-à-dire mon expérience de la langue avec le français, c'est vraiment c'est pénible, c'est vraiment énormément de difficultés. Et vous dites que c'est comme faire du ski sur les rochers d'écrire en français. Et je suis très peureuse en même temps. J'ai à peine fait du ski après avoir vécu des dizaines d'années dans la neige, mais je n'ai pas fait. Et donc c'est vraiment un combat quotidien. C'est énormément. Il faut aimer l'incertitude. Je travaille avec l'incertitude. À chaque pas qu'on pose, on ne sait pas. On est sur quoi. Et je travaille en tâtonnant. Mon éditeur est aujourd'hui là. Je suis vraiment très reconnaissante que j'ai pu, aussi au Québec, j'ai un éditeur au Québec, qu'on m'a donné cette chance de faire cette sorte de prouesse, d'expérimentation, en fait, un peu arrogante. Je ne sais pas, est-ce que je vais pouvoir recommencer. Je ne suis même pas sûre si j'étais consciente à l'époque, mais à l'époque, j'avais très envie d'écrire. Et j'étais triste aussi. J'ai jamais été aussi triste quand je fais le premier livre. Donc, c'était vraiment une urgence d'écrire à l'époque. Et après, on continue. Donc, écrire pour moi, en français, c'est d'être conscient de ce handicap. Je sais que de toute ma vie, je vais porter cet handicap avec moi. Et en même temps, je dis, qu'est-ce que je fais avec ces lacunes et tout ça? Je n'ai pas l'espoir de les combler. Je sais que je fais encore les mêmes fautes d'année en année, les mêmes fautes de syntaxe, etc. Et donc, voilà, j'essaie d'un livre à l'autre, j'essaie de faire quelque chose, de sortir quelque chose de cet handicap. Donc, je fais de cet handicap comme un sujet. Enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment de sujet dans mes livres. Il y a quelques impressions du moment, des pensées du moment, mais je trouve que ce n'est pas important. En fait, pour moi, l'écriture, c'est le sujet. Et en cela, je suis un peu influencée. J'ai beaucoup lu la poésie ancienne chinoise et je crois que je suis un peu influencée, aussi les essais de l'époque, influencée par cette langue que je considère une langue très vieille langue et aussi un peu primitive dans le sens où cette langue qui est composée des monosyllabes. C'est-à-dire on a un mot pour dire beaucoup de choses. Et enfin, j'aime ce genre d'écriture en même temps dans la poésie chinoise ancienne. On a l'impression de dire un truc, mais en même temps, on est en train de dire autre chose. Et si on a le temps, je vais vous donner un exemple, mais c'est ça, quand j'écris en français, j'essaie de mon mieux de faire une phrase complète, une phrase correcte. Mais j'attends de cette phrase de s'écrire d'elle-même, que cette phrase dise autre chose que j'ai envie de dire ou je parais dire. Si je dis que c'est une porte, j'essaie déjà de dire correctement c'est une porte en français. Mais en plus, j'attends que cette phrase s'écrive d'elle-même, qui finalement, quelqu'un qui lit cette phrase aurait l'impression que ce n'est peut-être pas une porte. S'il y a peut-être quelque chose dans cette porte ou derrière cette porte, quelque chose comme ça. Donc moi, j'aurais aimé de ne pas ponctuer non plus, mais je fais de mon mieux pour que ce soit... Je sois raisonnable, je m'évécule, je découpe, je coupe les paragraphes, etc. Je fais donc voilà, c'est un travail, c'est une expérimentation et je ne sais pas, ça mène à quoi. Et pour moi, c'est que le processus qui compte. Oui, mais ça, je pense que ça nous rappelle quelque chose qu'on éprouve très fréquemment aussi en français langue étrangère, c'est-à-dire que l'écoute est démultipliée à toutes les potentialités de la langue, dans le doute.
hein, cette ouverture-là. La porte porte aussi quelque chose d'autre qu'elle. Et c'est sensible parce qu'il y a parfois quelques jeux de mots dans vos livres, par exemple. Le but qui est un début. Et on sent qu'il est défait, repris et pour ouvrir. Enfin, c'est une... je veux vous redonner sens à la moindre lettre. Et ce qui m'a frappé aussi dans vos témoignages sur vos rapports aux langues, c'est que vous aviez peut-être un souvenir enfantin de la calligraphie qui vous ennuyait, mais vous y revenez avec le temps. Et en étant passé dans l'intervalle par des pratiques picturales, l'aquarelle également. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de ce geste qui reprend une langue chinoise ancienne et qui... Oui, la calligraphie, je l'ai détestée parce que c'était un devoir. Il fallait le faire. Et donc, je n'ai pas voulu, mais aujourd'hui, la calligraphie, comme l'aquarelle, je commence à aimer l'aquarelle, c'est justement dans ce doute, c'est quelque chose même irréversible, c'est-à-dire qu'on pose l'encre ou la couleur sur une page et on attend que ça s'étend et ça donne quelque chose d'autre. Par exemple, je veux faire un trait et puis finalement ça donne quelque chose d'autre qui n'est pas tout à fait un trait. Ou si je veux faire un rond, ce serait quelque chose de différent. Et ce n'est même pas un rond finalement, parce que ça dépend comment la liquide s'écoule. Et je donne un exemple d'un poème ancien, que je lis beaucoup la poésie à un moment donné. Et deux vers... qui est tiré d'un poème de l'époque Song, Song du Sud. Donc c'est vers la fin de cette période magnifique qui se meurt, par le poète Lu You. Enfin, c'est très connu son poème. C'était un poème qui au départ c'est juste qui raconte une excursion dans la campagne. Alors ces deux vers-là, je le dis rapidement en français, très rapidement. Je n'ai pas bien réfléchi la traduction, mais j'ai pensé faire comme ça. C'est en chinois. En chinois, c'est un peu gênant. 山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村. Traduire, grosso modo, c'est au pied de la montagne. J'ai toujours des hésitations entre une et là, et je ne sais pas si j'ai bien fait. Au pied de la montagne, la rivière s'achève, chemin disparu. À l'ombre des saules, fleurs claires, à notre village. Et ces deux vers sont tellement cités que maintenant c'est devenu presque un proverbe. Ce sont les gens, c'est les Chinois après qu'on les cite d'une époque à l'autre, on les cite tout le temps pour dire qu'il ne faut jamais se décourager quand apparemment c'est la fin, mais enfin c'est le début. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Alors, en fait, dans l'écriture, j'aimerais bien chercher ce genre d'effet de surprise dans l'interprétation, de l'espace dans l'interprétation. D'accord. Il y a un très beau livre de François Julien qui évoque cette portée évocatoire de la poésie qui passe par des paysages, mais qui dit autre chose que le paysage. L'amour à travers un chant d'oiseaux, le loriot dans les arbres, etc. Oui, c'est un grand... Je suis incapable de vous les dire en chinois, mais vous connaissez. Je n'ai pas encore lu celui-là, je suis en train de lire sa transformation, comment on appelle ça, et il a créé une transformation silencieuse. Oui. C'est magnifique, c'est un grand chercheur. Ouais. Merci. J'aimerais qu'on revienne aussi à la poésie avec Mariam Majidi, puisque votre récit, Mariam, est à la fois narratif, bien sûr, mais il est hanté par des variations poétiques. On en a évoqué quelques-uns tout à l'heure, le motif de l'envol, mais aussi de l'ancrage et de l'enterrement.
Et puis, vous ponctuez certains passages de votre livre de poèmes de Hafez ou de Khayyam, Omar Khayyam, de grands poètes persans. Et puis, vous m'avez dit aussi, juste pour avancer d'autres pistes, que quand vous avez commencé à écrire ce récit, Marx et la poupée, paru en 2017, vous l'avez commencé, je crois, en Chine, à Pékin, Beijing, et que vous l'avez poursuivi en Turquie. Dans les deux cas, vous étiez enseignante de français langue étrangère, mais l'urgence d'écrire, l'envie d'écrire, avant de rentrer en France, vous a gagné. Est-ce que vous pouvez évoquer comment ces différentes voies d'écriture, cette alternance alternance ou cohabitation possible, ou entre écrire en français en étant à l'étranger, tout en se souvenant des poèmes persans, comment tout ça s'est agencé progressivement? Oui, alors j'ai réfléchi, j'ai trouvé quelques pistes, mais elles ne sont pas très satisfaisantes en fait, parce que c'est très, très étrange d'expliquer pourquoi d'un coup l'écriture surgit, pourquoi quand on l'attend ça ne surgit pas. Enfin, c'est quand même assez complexe. Alors, moi je pense que j'ai commencé l'écriture de ce livre à Pékin, parce que, où j'ai vécu 4 ans, parce que Pékin m'a fait un bien fou, parce que je ne retrouvais rien de la France et rien de l'Iran. Et je n'en pouvais plus, ni de la France, ni de l'Iran à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on me renvoyait toujours à une de ces deux parts en moi. On me sommait de choisir, parce que celui qui ne choisit pas entre deux cultures est toujours louche. Toujours. Il y a comme une suspicion, quelque chose d'étrange. Oh, vous savez, surtout en France, surtout partout, hein. Franchement, moi j'ai vu ça. Par contre, ce qui était super, c'est qu'en Chine, ça ne les intéressait pas du tout de savoir si je me sentais plus française ou plus iranienne. Pour eux, j'étais étrangère. C'est tout. Voilà. Non, mais c'était vraiment libérateur, en fait, pour moi, ça. Et d'un coup, je me suis dit, bon, je me sens vraiment libre. Il y avait une liberté qui est probablement liée à l'expérience de l'expatriation, hein. Moi, j'ai posé cette question à beaucoup de personnes expatriées qui m'ont dit « Ah ben oui, l'expatriation est vécue comme une récréation, en fait, hein. On ne monte jamais dans la salle de classe, on reste dans la récréation à s'amuser. » C'est vrai qu'il y a cette idée-là, hein. Et donc, je pense j'ai senti une liberté, j'avais une prise de distance aussi avec l'Iran et avec la France, et il y avait un espace vierge de souvenirs aussi, qui était donc Pékin et mon quotidien là-bas, qui a permis effectivement, ce présent-là, vierge de souvenirs, libérateur aussi pour moi, a permis l'écriture, en tout cas le démarrage de l'écriture. Et vous m'aviez expliqué qu'en fin de compte, la première forme qu'a pris ce récit, c'était d'abord la fable, le conte. Alors, 3 contes figurent dans ce texte, et un poème qui figure à la fin, donc le poème final. Ce sont des vieux textes que j'ai écrits en 2004. En France, hein. C'était lors de mon premier retour en Iran, donc je suis retournée en Iran en 2003, et quand je suis revenue en France, ça a été un tel choc émotionnel, ça m'avait tellement bouleversée, remuée et aussi, je pense, blessée, que je me suis dit, bon, il faut peut-être écrire là-dessus. Et donc j'ai écrit 3 contes que j'ai intitulés « Les contes de l'exil » et un poème qui parle aussi de l'exil. Et ces 4 textes, je ne savais pas ce que je pouvais bien en faire à ce moment-là, donc je les ai rangés dans un tiroir, et lors de l'écriture de Marx, du texte qui est devenu Marx et la poupée, ils ont comme trouvé leur place très naturellement dans ce texte. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué encore, c'est que vous avez fait des études de lettres, notamment en Sorbonne, ici même, en littérature comparée, en projetant, je crois même, une thèse, ou en tout cas des travaux. Mais alors, ça, c'est aussi toujours un peu le cas avec moi, c'est que j'arrive trop tard dans un monde trop vieux, comme disait l'autre poète, parce que je voulais faire une thèse avec mon directeur de recherche, le grand monsieur Jean-Louis Baquès, et malheureusement, il prenait sa retraite cette année-là, et il ne pouvait pas, il pouvait terminer les thèses déjà entreprises, mais il ne pouvait pas démarrer une nouvelle thèse, donc c'est resté là. Il y a aussi un sujet que j'aimerais voir abordé à la fois par vous et par Leïla Sebar, c'est le fait que vous avez choisi aussi d'être professeur de français et que donc vous avez une longue pratique de la lecture avec des jeunes, avec
peut-être des enfants collégiens ou lycéens. Et vous, Mariam, vous travaillez actuellement à la Croix-Rouge auprès de mineurs, migrants, isolés, mineurs non accompagnés, pardon, accueillis donc dans la banlieue de Paris. Et je propose donc qu'on entende tout d'abord peut-être Leïla Sebar au sujet de cette peut-être vie complexe de mener à la fois une vie d'enseignante qui est assez absorbante, la pratique de la littérature ouverte aux littératures étrangères et en même temps le travail d'écrivain qui a été abondant en même temps pendant toutes ces années. Je crois que le destin des enfants d'instituteurs, c'est de se retrouver dans l'éducation nationale. Et donc, je ne crois pas que, pour moi, ça a été un choix. Mais, une fois dans l'éducation nationale, ça veut dire dans une classe avec en face de moi des collégiens ou des lycéens, j'étais bien. J'étais bien. Et j'ai compris le plaisir qu'éprouvaient mes parents à être instituteurs. Parce que les conversations des instituteurs, c'est toujours leurs élèves. Toujours. Et la pédagogie, etc. Et mes parents avaient des amis qui étaient toujours instituteurs. Donc, j'étais destinée, au fond, à cela. Mais non, moi, j'ai été heureuse d'enseigner les lettres, la littérature. Oui, j'étais heureuse. Je crois que c'était par atavisme, et en même temps, il y avait un réel plaisir. Et ça ne m'a pas empêché d'écrire ce que j'ai écrit pendant tout le temps où j'ai écrit. Mais ça n'avait pas de rapport. Je veux dire, mes élèves ne m'ont pas tellement inspiré. Non. Il y a quelque chose de l'ordre du partage de la littérature avec des élèves qui peut-être a trouvé une correspondance dans le plaisir de construire ensemble des livres avec des amis, des gens de tous horizons, des journalistes, des gens de théâtre, des historiens, travailler ensemble à une œuvre commune. Travailler avec d'autres, c'est ça ? Oui. Oui, pour un travail commun, pour un résultat qui est le livre commun, dans ce qu'on appelle des collectifs, des actes de colloque. Oui, et ça existe tout ça. Tout à fait. Mais je voudrais vous rendre hommage parce que c'est quand même sur une longue durée que vous avez persévéré depuis les premiers volumes avec Nancy Houston. Il y a eu la correspondance entre vous en 1986, mais ensuite Une enfance d'ailleurs, 17 écrivains racontent, venus des deux rives de la Méditerranée, mais aussi d'Europe et aussi d'Amérique, pour rendre compte du rapport à l'exil et à l'enfance et aux langues. Et puis ensuite Une enfance outre-mer, Une enfance algérienne, j'en oublie bien sûr un certain nombre. Ça demande quand même beaucoup d'énergie de rassembler à chaque fois les textes des autres. Oui, ma mère m'a toujours dit pourquoi tu fais ces collectifs ? Pourquoi tu perds ton temps ? Tu as tort. J'ai jamais réussi à la convaincre que je ne perdais pas mon temps. Jamais. Elle a continué à chaque livre, chaque publication, à me dire que je perdais mon temps. Bon. Quelquefois, il ne faut pas écouter ses parents. Et il n'y a pas tant d'expérience aujourd'hui d'écriture collective, et vous en êtes, je dirais, la cheville ouvrière, et c'est vraiment quelque chose de fondamental qu'il faut souligner, faire connaître. Un ami pianiste de jazz me disait hier qu'il a 2 de vos volumes, Une enfance juive et musulmane en Méditerranée,
et un autre, je ne me souviens plus lequel, mais en tout cas, ces livres sont lus, ces livres sont appréciés, et je pense qu'ils méritent d'être connus plus largement. Plus récemment, d'ailleurs, vous avez participé à un volume élaboré, je crois, par Martine Mathieu-Job, sur l'école en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose en tant que participant? Il y a d'autres participants au volume, je crois, dans la salle, Camilla Sefta, et peut-être d'autres que je n'ai pas identifiés, je m'en excuse. Oui, à propos du collectif Une enfance juive en Méditerranée musulmane, j'ai appris il y a quelques jours qu'il a été traduit en arabe, ce qui est un miracle, au Maroc, chez un éditeur marocain. Et l'éditeur marocain a oublié de le dire à l'éditeur français, et il a oublié de me le dire, et je l'ai appris par une amie qui m'en a parlé par hasard, et qui m'a dit, tiens, dans ma bibliothèque, j'ai ce livre traduit en arabe. Et il est traduit en arabe depuis 2015. Depuis 2015. C'est curieux, quand même. Le volume original date de 2012, hein, c'est bien ça, Voilà, donc oui. assez rapidement. Oui. Et j'apprends en 2019 que c'est le premier livre, c'est un livre collectif, c'est pas un livre de moi. J'y ai pas collaboré non plus parce que je ne suis pas juive. Et le premier livre que j'ai dirigé qui soit traduit en arabe. Aucun de mes livres n'est traduit en arabe. Hein, aucun. Je ne sais pas quand ça arrivera, ça me plairait. Mais bon, j'aurais dû apprendre l'arabe. Comme ça, je me serais traduite moi-même. Et donc, c'est un plaisir de faire ce travail comme ça de collecte de textes d'auteurs que je connais ou que je découvre autour d'un sujet particulier. C'est un plaisir. Ma mère n'a pas compris ça. Et je continue, j'aime ça. Je ne sais pas si je continuerai toujours. Mais le dernier, l'école en Algérie, c'est très intéressant. Et je pense que ce livre devrait figurer dans tous les CDI de France. Je l'ai dit à M. Blanquer. Mais M. Blanquer n'a rien fait. C'est pas son travail. C'est pas son travail, c'est normal. Et ces collectifs dont vous parlez, qui concernent l'Algérie, ne sont jamais arrivés en Algérie. Jamais. L'éditeur français a proposé à des éditeurs algériens de langue française de les publier en Algérie. Il a proposé le fichier pour pas un rond, parce que les éditeurs algériens n'aiment pas trop payer leur dû, de même que les autres dans le Maghreb. Et donc, jamais aucun éditeur à qui il l'a proposé, vraiment, chaque fois, avec obstination, n'a répondu à cette proposition. Jamais. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce que c'est l'époque coloniale. Mais précisément. Coloniale. Oui. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, avec les nouvelles forces, les nouvelles énergies, les nouvelles intelligences algériennes qui se déclarent ces 2 derniers mois en Algérie, j'espère que tout cela va changer et que je serai traduite en arabe. Et puis peut-être que vous pourriez nous dire aussi à quel point dans ce recueil sur À l'école en Algérie, paru en 2018, ce qui apparaît de façon très sensible, c'est que l'école a été l'espace d'une cohabitation des populations enfantines
issus de cultures et de langues différentes, et que c'était d'une certaine façon une forme d'espace utopique. Oui. Vous évoquez un peu plus humoristiquement, mais néanmoins vous utilisez le terme cité idéale, petite cité idéale à propos de l'école de votre père, avec cette ambition républicaine de faire de l'école le lieu de quelque chose de commun. En effet, quand on lit ce collectif, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que la figure des instituteurs et des institutrices est magnifique. Ça doit être lu dans toutes les écoles de France et d'ailleurs. Je veux dire, le respect, l'admiration, le dévouement aussi de l'autre côté, enfin des deux côtés, du côté des élèves et des maîtres et des institutrices aussi. C'est... ça vous enchante, ça vous enchante. Et c'est enchanteur, c'est vrai, c'est enchanteur. Et on a présenté ce recueil dans plusieurs espaces à Paris, en Île-de-France et ailleurs en France. Et au Centre culturel algérien, on le présente. Était présent aussi un des auteurs du recueil, un auteur algérien qui vit en France, comme beaucoup d'Algériens, comme vous le savez, et qui publie en français chez un éditeur français, et qui dit, je ne dirais pas son nom, parce que c'est tellement honteux, il dit, à un moment donné, l'école en Algérie, il s'agit de l'Algérie coloniale, on est d'accord, personne ne dit non, ce n'était pas une Algérie coloniale, bien sûr, c'était une Algérie coloniale. L'école en Algérie, avant l'indépendance, a été un crime contre l'humanité. Il a été applaudi par la salle. Dans la salle, il n'y avait que des Algériens qui sont venus vivre en France, dans la langue française. Et, je veux dire, ça fait mal, quoi, non? C'est blessant, c'est blessant. On ne peut pas dire ça, on ne peut pas le dire. Si on a connu cette période, si on a connu cette école en Algérie, enfin bon, non, je ne veux pas me lancer là-dedans parce que je vais me mettre en colère. Oui. Il y a le ressentiment, oui, bien sûr, mais qui peut ressurgir aussi. Et les choses peuvent changer de signe très rapidement. C'est ce que Jean-Louis Schiss soulignait ce matin à propos du rapport aux langues. Et j'aimerais que vous nous disiez, s'il vous plaît, Leïla, quelque chose de votre recueil de nouvelles L'Orient est rouge, parce que c'est un livre saisissant. On y reconnaît quelque chose de votre phrasé. Donc c'est un recueil de nouvelles qui met en scène des femmes et des hommes issus d'Algérie, de France, de familles mixtes, qui en quelques générations changent totalement d'attitude par rapport aux langues, par rapport aux situations, aux circonstances, entrant dans la modernité ou se réfugiant dans les traditions, dans une langue refusée au départ, acceptée et admirée et convoitée par la suite. Le dernier texte de ce recueil s'intitule « La vagabonde de Palmyre ». Et peut-être que vous pouvez nous donner quelques informations sur la façon dont vous avez écrit ces nouvelles, ou dans votre syntaxe, à travers des incises, l'usage de la négation qui retourne l'affirmation immédiatement précédente. Comment vous travaillez à partir d'un matériau que l'on devine peut-être emprunté à l'actualité des violences dans le monde, et qui en même temps met en scène des figures extrêmement émouvantes, attachantes, par l'humanité que vous leur conférez. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais je l'ai sûrement déjà dit, que c'est la guerre qui m'inspire. Je suis désolée. Mais la guerre m'inspire, m'a toujours inspiré, et s'il n'y a pas la guerre, ça ne va pas. Pour moi, ça ne va pas pour moi. Je n'écris... Je remarque que chaque fois que j'ai envie d'écrire, c'est parce qu'il
il y a eu une guerre qui m'intéresse. Il faut que cette guerre m'intéresse, naturellement. Ou une crise grave qui m'intéresse, ou des violences graves aussi qui m'intéressent. C'est-à-dire que je ne peux écrire que inspiré par la violence des guerres, des confrontations, des conflits. Je pense que c'est aussi parce que j'ai été adolescente, jeune adolescente et adolescente pendant la guerre d'Algérie. Et que, oui, même si j'étais enfermée en pension pendant toute la durée de la guerre est là. Et je crois qu'on ne peut pas s'en défaire. Donc ce sont de jeunes djihadistes. C'est pas, il faut dire le mot. Oui. Non, mais pas tous les personnages de votre recueil. Oui, mais enfin, ce sont des jeunes djihadistes qui partent faire le djihad. En Syrie, oui. Ah ben oui. Oui, il ne faut pas avoir peur. Non, c'est pas mais vous mettez en scène des familles, vous mettez en scène des ruptures, des retournements de situation, des revirements de parcours de jeunes femmes arabo-musulmanes tout à fait intégrées, par exemple, dans une société moderne, qui sont stylistes, etc., et qui retournent en Algérie, prennent le voile, se consacrent au Coran, réinvestissent les rituels de mort, etc. Donc, il y a des trajectoires extrêmement mouvantes et émouvantes de ce fait. Oui. Par exemple, aussi à propos d'une jeune femme qui s'apprête à se donner au pays de la joie et qui communique par le biais d'Internet sur des sites. Vous écrivez cette formule que je trouve saisissante pour évoquer le rapport que nous avons aussi avec ces nouveaux médias, les espaces du virtuel. J'ai discuté sans la voix avec des fantômes. Donc, je trouve que ce sont des formules extrêmement parlantes pour évoquer ce à quoi touche, je dirais, la situation de communication aujourd'hui aussi qui touche à l'état de nos langues. Et pour cela, je vous remercie. Oui, ce n'est pas mon expérience. Ce n'est pas mon expérience. Ce dont vous parlez, Internet... Et tout ce que je vois là sur les tables, ordinateurs et tout, je ne sais pas si c'est parce que j'ai été fille d'instituteur, mais j'écris toujours à la plume. Je ne sais pas taper à la machine, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de portable, je ne suis pas du tout moderne. Pas du tout. Enfin, moderne. Quand je dis moderne, ça veut dire dans ces technologies. Je suis analphabète du numérique. Je suis absolument analphabète. Mais ça ne me rend pas analphabète pour autant. Pour le reste, en tout cas. Donc, mais c'est votre œil, c'est votre sens de l'observation, votre vigilance qui est saisissante et qui touche au vif. J'aimerais que l'on revienne à d'autres rapports entre les langues avec Sylvia Baron-Supervielle, qui est une grande traductrice. J'ai oublié tout à l'heure de mentionner les grands noms de la littérature de langue espagnole qu'elle a traduit, des Argentins, mais aussi des mystiques espagnols comme Thérèse d'Avila. Georges Louis Borges, donc, elle a traduit encore récemment des conférences orales sur le tango truffé d'argot argentin intraduisible. Et donc, Sylvia, je voudrais vous demander comment se passe cette relation intermittente entre français et espagnol, le passage de l'un à l'autre dans la traduction, dans votre écriture. Bon, ça c'est un autre mystère, non ? Pourquoi il y a des écrivains qui traduisent et d'autres pas ? Moi, je suis tombée amoureuse de beaucoup de poètes argentins. Et j'ai trouvé dans ma valise, quand je suis venue ici, qu'il y avait beaucoup de livres que j'avais apportés, que je lisais énormément. Et puis peu à peu, je me suis mise à traduire. Il y avait à ce moment-là la librairie Corti, qui était d'une générosité extraordinaire. On apportait un projet, ils ne lisaient même pas les poèmes. Ils disaient « je vous fais un contrat ». Et bon, voilà, j'ai traduit avec lui, comme dit
auteurs argentins, et après avec d'autres, comme Arfuyen, etc. Je les nomme parce qu'il faut leur rendre hommage. Et non, pour moi, traduire est le prolongement de mon travail personnel. C'est traduire les autres compte autant que me traduire moi-même. Je ne peux pas me passer. Et je vais de l'un à l'autre sans sentir la différence, presque. Sauf que ça m'amuse de choisir, et choisir aussi des auteurs un peu différents de moi et entre eux. Mais tous, je les aime. Et ce que je veux, c'est traduire leur univers uniquement. Leur univers, c'est ça qui compte. C'est-à-dire que le monde intérieur de cet autre écrivain, c'est ça que je veux donner dans une autre langue. Pas faire une bonne traduction en bon français, ni tout ça, non. C'est-à-dire qu'on puisse reconnaître qu'on dit ça c'est Borges en français. Qu'on dise c'est lui. C'est ça, c'est son univers. Et ça, j'adore. Et donc cet univers se mêle au mien. Et quand je traduis, bon, mais je suis très heureuse parce qu'on est deux. Alors, parfois on se fatigue d'être une seule personne là, avec ses écrits, toujours à parler de soi-même. Alors c'est passionnant. Et ça me manque quand je suis sans un projet de traduction. Mais maintenant, c'est devenu beaucoup plus difficile chez les éditeurs. Ils vous demandent ça va se vendre ou ça va pas se vendre et des choses comme ça. Et alors, donc, on s'arrête. Parce qu'on ne va pas faire tout le travail et après le présenter. Et puis, ils se disent, mais ça, qui le connaît? En fait, presque tout, sauf Borges maintenant dernièrement. Mais parce que tous les poètes que j'ai traduits n'étaient pas connus en France. Ils sont devenus connus après. Donc, on les a tout de même traduits. Et ça, c'est magnifique. On peut les citer. Roberto Juarros. Roberto Juarros, Alejandra Pizarnik, Macedonio Fernandez, Ángel Bonomini. Bon, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Oui. Et des femmes aussi, Alejandra Pizarnik, oui. Silvina Ocampo. Silvina Ocampo, c'est vrai, vous connaissez mieux que moi. Silvina Ocampo, deux choses. Une pièce de théâtre et des poèmes. Des poèmes qui s'appellent Poèmes d'amour désespéré, que j'ai adoré. Un livre qui est épuisé en Argentine. Et bon, de fil en aiguille, Cortázar aussi. Cortázar, les poèmes qui sont très peu connus. Et aussi, autre chose de très étrange, c'est en parlant des changements de langue, c'est pourquoi j'avais deux amis, Hector Bianciotti, qui était argentin, et qui a voulu changer et écrire en français, jusqu'au point qu'il est devenu académicien. Et après, Cortázar, que j'ai bien connu aussi. Et lui, il a continué son œuvre en espagnol jusqu'à la fin. Il ne s'est jamais laissé tenter. Et il ne voulait même pas entendre parler de changer de langue. Donc pourquoi il y a cette tentation? Et on peut penser aussi à François Cheng. À 20 ans, il est arrivé ici et puis il s'est mis à travailler en français. Pourquoi il y a cette tentation de changer de langue, de devenir un autre ou peut-être pas? Je ne crois pas qu'on devienne un autre, non. Mais et d'autres écrivains continuent dans leur langue. Est-ce que c'est aussi, j'y ai pensé, des problèmes affectifs? Disons, il y a eu beaucoup d'écrivains, je pense à Cioran, Ionesco, Beckett, qui était merveilleux parce qu'il n'avait pas de langue, lui. Et c'était un génie. Et puis, et d'autres qui ont eu des vies affectives avec des Françaises. Et donc, qui ont adopté la langue française. Je trouve que c'est important parce que, bon, on n'en parle jamais, mais tout de même, ça a compté pour eux. Non. Et voilà, Julio Cortázar était marié avec une Argentine, Aurora Bernal. Donc, je ne sais pas, c'est des choses qui me passent par la tête parce qu'un petit peu, avec le dilemme, pourquoi on traduit ou on ne traduit pas. Mais c'est parce qu'on n'a pas...
on n'a pas le désir ou on préfère faire autre chose, non? Mais pour moi, c'est traduire, c'est écrire, et pareil. Merci Sylvia.